Donc, pour commencer, Monsieur Richer, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre faction? Alors, je pense que vous en avez déjà dit beaucoup sur moi. Mitch, je suis le commandant Reacher de l'unité Century, qui est un détachement Une petite cigarette, ça vous tente? d'opéra- d'opérateurs d'Aegis. Je suis capitaine de l'unité, c'est mon grade dans la hiérarchie. Je fais partie comme je l'ai dit, du groupe Aegis, qui est un groupe militaire assez important encore aux États-Unis, comme par exemple, si je puis dire, le commandement Lazarus. D'accord. Mais nous sommes dans le Kentucky en mission d'opération. Nous avons plusieurs opérations que nous menons dans la zone et disons que certaines de ces opérations n'étaient qu'au départ des missions de recherche scientifique qui sont devenues assez rapidement des missions d'implantation dans la zone. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces missions ou... Bon, je peux vous dire les missions passées. Allez-y. Nous, je pense que vous avez dû vous souvenir de notre arrivée. C'était pas passé inaperçu, si je puis dire. Dites-moi, expliquez-moi, comme si... Expliquez aux auditeurs qui ne savent pas. Pas de souci. Euh, Nous sommes arrivés dans le Kentucky il y a à peu près, je crois, 3 ans et demi bientôt. Dans une mission qui n'était qu'une implantation d'une nouvelle base d'opération, qui est, comment dire, a tourné au vinaigre quand nous nous sommes rendus compte que le commandement Lazarus avait implémenté une base ici. Comme Comme je vous vous ai dit, disiez. nous étions en mission de recherche au départ, une implantation d'une base, et disons que nous sommes rendus compte qu'il y avait un peu plus que ça dans le Kentucky. Et notre mission a changé d'ordre. Notre haut commandement nous a signalé de rester un peu plus ferme dans la zone. D'accord. Nous avons participé à plusieurs, si je puis dire, opérations avec les survivants. Vous nous avez croisés plusieurs fois et je pense que les survivants commencent à nous connaître et doivent comprendre que nous ne sommes pas des petits survivants comme les autres. Nous sommes réellement un groupe armé Je passe par la forêt. et un groupe Effectivement, militaire surtout. beaucoup de survivants ont peut-être peur de vous, mais en tout cas se posent énormément de questions. Car c'est vrai que c'est toujours choquant de voir passer vos convois très blindés et très équipés. Mais la plupart des survivants, effectivement, commencent à vous connaître. Vous avez mené pas mal de missions, comme vous le dites. Et après, c'est à vous de transmettre ce que vous avez à dire aux survivants à cette caméra. Aux survivants, Oui. et, qu'est-ce que je peux leur dire? Moi, j'ai pas pensé à ça. Bah, n'ayez pas peur de nous, mais craignez plutôt le désordre que d'autres peuvent apporter. Vous avez dû tous le remarquer, nous sommes assez unis et organisés, et je pense que ça le reflète dans nos valeurs et nos idées. Nous avons toujours traité les survivants comme des humains, et non des objets que nous pouvions utiliser. Nous savons que par moments nos manières sont un peu dures, mais il faut bien comprendre que nous sommes en opération et que nous avons des ordres qui viennent de plus haut. Et que même si nous respectons vos vies, notre opération passe devant en général les vôtres. Monsieur Richer, comment est née votre escouade et quelle est votre hiérarchie, votre mission dans le Kentucky? Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la naissance de l'escouade repose d'un ordre de mission que notre haut commandement nous a donné. Comme je l'ai dit au départ, ça ne devait qu'une mission d'implantation qui s'est vite changée. Ma chaîne hiérarchique est assez complexe, mais je peux vous en parler un peu. Nous les agistes, sont, comment dire, nous sommes tous des anciens militaires ou avons fait partie de l'armée avant l'effondrement. Euh, Nous sommes en général, comment dire, si je puis dire, la création de l'unité a été faite en 1993, en août 93, après l'effondrement en juillet. Nous avons réussi à sécuriser beaucoup de matériel militaire et nous avons même sécurisé une base militaire avec énormément d'effectifs. Sur ce début assez difficile, mais qui nous a permis de prendre une place très forte aux États-Unis, nous avons essayé de maintenir une forme de sécurité militaire à certains survivants des grosses villes. Mais je pense que vous ne le saviez pas, mais certains bastions de survivants, peut-être des centaines, voire des milliers, ont tous été anéantis. Il n'en reste aucun encore connu de nos services, et pourtant nous avons de grands moyens pour écouter les gens. Et disons qu'aujourd'hui, nous sommes encore un effectif assez étendu. Nous sommes plus d'une centaine encore à Hell's Gate.
Je pense que je peux vous la présenter, c'est notre grande base militaire. Aujourd'hui, mon unité se trouve dans le fort de Nox. Je pense que vous l'avez déjà visité et que beaucoup des survivants qui vont nous écouter l'ont déjà visité lors de la réunion de crise. Mon unité et moi sommes ma mission, comme je vous l'ai dit, depuis 3-4 ans. Et aujourd'hui, disons que j'ai eu des nouveaux ordres et notre mission dans la région est de la stabiliser. Car il y a encore des travaux scientifiques à faire et disons que nous avons aussi de la recherche. Et concernant ma chaîne de commandement, je réponds à des ordres. Il y a toujours plus haut que moi. Je ne suis que le commandant de l'escouade Century, qui est mon escouade, avec mes opérateurs. Tu peux rester là, Ghost. Le temps commence à se couvrir, ça commence à devenir bizarre. Donc l'escouade Century, vous me dites? Oui, l'escouade Century. Ce sont tous les opérateurs qui étaient dans cette pièce. D'accord. Mais dites-moi, monsieur Richard, quels sont les principes ou les valeurs que vous défendez au quotidien avec votre escouade et les Aegis? Honnêtement, le groupe Aegis défend plusieurs grandes valeurs. Pour nous, et surtout après l'effondrement, le chaos en fait a divisé le pays. Et nous l'avons vu, le chaos dans les groupes officiels des armées, ça a littéralement effondré des grandes villes qui étaient pourtant en quarantaine et protégées juste parce que certains n'arrivaient pas à accepter des ordres ou n'étaient pas loyaux envers les institutions. Pour nous, le chaos est une infection et nous luttons contre. Nous aimons l'ordre, nous sommes pragmatiques. Donc, disons que nous essayons de nous battre tous les jours contre le chaos, en fait. Nous avons aussi une grande valeur de raison. Nous cherchons la vérité de ce qui s'est passé sur cet effondrement et nous essayons de la donner à tout le monde. C'est une de nos valeurs les plus cruciales. Eh bien, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne personne. Vous êtes sur MNZ. La voix du survivant hein, qui est transmise est vraie. Et j'essaye de transmettre au mieux les valeurs de tout le monde et la vérité. J'aurais une petite question encore, monsieur Richer. Comment est-ce que Ne vous... inquiétez pas, je suis là pour ça. Comment vous décririez les relations que vous avez avec les survivants et les personnes dans le Kentucky? Vous savez, mon groupe et moi, avant de venir dans le Kentucky, avons fait le Maine. Et nous avons essayé aussi de dépêcher sur une opération assez dure à Los Angeles. Nous avions été missionnés pour une extraction de personnel officiel, mais qui a mal tourné. Et c'est encore des survivants qui s'étaient rebellés. Parce que je pense que le terme survivant décrit en général les personnes qui n'appartiennent à aucun groupe officiel. Et je pense que les survivants du Kentucky sont les survivants les plus, comment dire, altruistes que j'ai pu croiser durant toutes mes opérations, et je pense que mes hommes pourraient dire la même chose. Honnêtement, j'espère que nous avons des bonnes relations avec les survivants, car nous les voyons, comme je vous ai dit, comme des vies humaines, et nous essayons de les défendre, en général, en leur donnant des informations, en les prévenant des avancées scientifiques, des mutations des infectés, et là j'en aurais beaucoup à vous dire. Mais nous essayons de travailler avec les survivants, même si je pense que certains sont réticents à travailler envers nous à cause de nos institutions. Car je pense que certains on en profitait lors de l'effondrement, que toutes les institutions officielles étaient effondrées et que ce contrat social, si je puis dire, ait été détruit. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort et chacun pour soi. Aujourd'hui, Aegis essaie de rebâtir les cartes et de reconstruire quelque chose de fort socialement. Comment gérez-vous la sécurité et les ressources? Parce que j'ai cru comprendre que les membres et les vies humaines étaient très importantes à vos yeux et dans vos valeurs. Nous gérons les ressources comme des militaires, je les gère. Nous n'aimons pas la perte. Chaque munition qui est tirée est une balle en moins qui pourrait sauver la vie d'un autre, si ce n'est que pour tuer certains zombies. Nous avons énormément de ressources, nous disposons d'armements de l'ancien monde. Et comment dire, nous y faisons attention. Pour nous, les vies humaines aussi sont très très chères. Nous savons très bien, ceux qui ont réussi à survivre à la deuxième vague d'infection du virus et qui ne se sont pas transformés par le virus aérien sont très rares. Même nous avons été très chanceux que beaucoup de nos hommes ne soient pas infectés. Et honnêtement, nous sommes encore sur cette façon de voir les choses.
Pour nous, un survivant qui meurt est un survivant de moins pour le monde d'après. Et nous essayons de ne pas faire ça. Mais si nous y sommes contraints, je saurais par exemple assez facilement laisser l'ordre de tuer à certains de mes hommes. Quand notre opération doit aller quelque part, il faut y aller. Et en général, nos opérations sont pour le bien de l'humanité, si je puis dire, même si c'est très utopique et mégalomane de dire ça, mais beaucoup ne comprennent pas les enjeux. Parce que en général, les gens ne voient que au bout de leur nez, si vous voyez ce que je veux dire. Il leur manque des jumelles pour voir la totalité. Il faut retirer les œillères qui les gênent. Car chaque survivant qui travaille ou qui vit dans le Kentucky, qui survit, a un rôle et qu'il participe à quelque chose de toujours plus grand. Alors honnêtement, notre gestion des ressources est militaire. Comme je vous ai dit, nous n'aimons pas la perte. Et nous ne perdrons pas. D'accord, bah merci Monsieur Richard pour cette réponse. Beaucoup de survivants se posent des questions sur votre équipement. Vous êtes vraiment lourdement armé et bien équipé en termes de vêtements. Où est-ce que vous trouvez toutes ces ressources? Qui vous fournit? Ou comment les trouvez-vous? Alors, je pense que j'ai déjà dit la réponse d'une certaine façon. Je vous ai dit que nous restions une organisation militaire. Avant l'effondrement, ou du moins pendant l'effondrement, nous avons réussi à, si je puis dire, détrôner des forces militaires incompétentes d'une base militaire. Et pas que. Nous avons réussi à saisir une quantité astronomique d'armement, de véhicules, d'avions de chasse, d'hélicoptères, de chars, de véhicules blindés légers, de tenues. Disons que nous avons des grands moyens et que nous avons pu sécuriser plus tôt. Après, vous savez très bien que les munitions, par exemple, s'épuisent, ou toutes les petites ressources. Nous avons, je pense que le commandement va râler, une grande usine à Détroit. Nous sommes fournis de temps à autre par voie ferroviaire pour avoir quelques équipements qui nous manquent. Et en général, je pense que vous avez dû remarquer nos convois qui se baladent sur les routes. Ce sont des convois de ravitaillement où, si je puis dire, par moment, nous avons visité les lieux du Kentucky pour vérifier qu'il restait des documents dans les bases militaires. Et je pense qu'en même temps, nous avons saisi des munitions et des armes. D'accord. Et dans tout ça, ce que je comprends, c'est que vous êtes une très très grosse organisation Aegis. Et vous pouvez me dire le nombre à peu près de membres d'Aegis? Je peux vous donner un ordre d'idée, Ça me va, une fourchette, parce que j'ai pas tous les chiffres, je suis désolé. bien sûr. Euh, si je me souviens bien, en personnel militaire, on est plus d'une centaine encore en vie. Je crois qu'on atteint quasiment les 150 en personnel militaire et après nous avons du personnel civil. Nous avons une, une ville de survivants qui regroupe une centaine ou 200, je crois. Ça fait longtemps que je suis pas y allé. Euh, de survivants de civils par contre. Et elle se trouve aussi à Détroit. Et ils font travailler nos usines d'armement. Et en personnel scientifique, nous avons encore certains docteurs, neurologues, des épidémiologistes, des biochimistes. Disons que je pense que si je devais regrouper tout le monde sous la bannière, on serait 300 quasiment. Eh bien, ça fait un sacré effectif, effectivement. C'est sûr. Mais comme Et, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas d'ici. Et ce n'est qu'un détachement de nos troupes. et avec ce grand nombre d'effectifs, dans ce monde brisé, euh, qu'est-ce qui mérite d'être protégé ou reconstruit? Nous l'avons bien vu à la fin de l'effondrement, ou plutôt au début de l'effondrement, que nos institutions n'étaient pas solides. Je pense que nous sommes tous des patriotes, ou du moins nous étions, et nous avons vu notre pays s'écrouler si rapidement sous le chaos et l'indignité et l'indifférence. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de rebâtir, ce sont des États-Unis plus fortes. Et disons que nous sommes prêts à nous battre pour l'avoir. Vous battre? Peut-être nous battre, c'est peut-être un mot fort. Nous essayons de la bâtir déjà. Et nous ne voulons pas la forcer sur les survivants qui pensent que vivre seul est plus intéressant que les autres. Mais je pense qu'ils se rendront sûrement compte plus tard
que la vie seule ne mène généralement à rien, à part une solitude et l'échec. La survie de l'humain et la nature humaine est en groupe. Et comment voyez-vous l'avenir? Pensez-vous à une forme d'ordre ou de société qui pourrait renaître? Écoutez, je vous ai déjà donné l'information, mais c'est peut-être le moment de la dire aux survivants. Aujourd'hui, le groupe scientifique, le cerveau du groupe Aegis, qui sont nos médecins et docteurs, travaille activement sur un moyen, si je puis dire, d'éradiquer tous les infectés de la surface des États-Unis, voire du monde. Nous avons un projet d'extermination globale des personnes infectées et pas un retour en arrière. Nous l'avons bien compris, c'est impossible. Nous essayons, dans le futur, de rebâtir les États-Unis dans un projet de renouveau humain, car nous avons énormément d'informations et tous les continents ont été touchés. Tous les pays se sont effondrés, aucun n'a survécu, et je peux vous le dire, en vous regardant droit dans les yeux, que toutes les personnes officielles et tous les gouvernements sont morts. Il ne reste plus personne. Si je peux être franc avec vous, nous avons mené une opération sur le bunker présidentiel parce que nous voulions les codes nucléaires. Écoutez, c'était au début. Nous avons changé de plan parce que nous pensions que anéantir les grandes villes pourrait nous permettre de gagner la guerre contre les infectés. Vous avez obtenu ces codes Mais nucléaires? honnêtement, aucunement. En arrivant dans le bunker, on a bien trouvé le président, mais complètement mort. Et il avait désarmé toutes les ogives. Donc pas de boom. Mais honnêtement, c'est pas plus mal. J'étais contre cette idée, mais c'est mon commandement qui le voulait. Mais aujourd'hui, quand on en discute en réunion, on se rend tous compte que c'était une très mauvaise idée. Mais surtout pour tous les survivants qui sont encore sur le terrain. C'est pour ça. Mais à ce moment-là, nous ne pensions qu'à la guerre contre les infectés. Au départ, il n'y avait pas que nous qui étions encore en groupe militaire officiel avec qui nous nous entendions bien. Et nous combattions des grands groupes, bombardions des grandes villes, essayions d'anéantir des énormes hordes qui se regroupaient et menaçaient, comme je vous l'ai dit, des gros quartiers et bastions de survivants, plein de civils. Et on pensait qu'utiliser l'arme nucléaire aurait pu décimer des millions de zombies. Mais nous n'avons pas pensé aux retombées radioactives, aux tous les morts survivants, ces personnes qui auraient pu survivre et participer à l'effort. Donc c'est pour ça que nous avons changé de doctrine et nous pensons que la terre brûlée ne marche pas. C'est pour ça que nous faisons des petites opérations et avons grande confiance sur notre projet scientifique. Effectivement, la bombe nucléaire aurait décimé énormément de survivants innocents. Ça aurait pu marcher pour éradiquer complètement des quantités astronomiques de Z dans les villes. Mais les conséquences auraient été immenses. Ah bah, Comme vous vous l'avez avez dit. dû remarquer, sur la première année, l'hiver a été très rude. Très très rude. Et ouais, c'est le Pakistan qui a utilisé des armes nucléaires. Ouais, Le Pakistan, vous me dites? ouais. D'après nos rapports, c'est là où des satellites ont bien vu des énormes cratères. Tous les pays, de ce que j'ai compris, d'après les informations qu'on a réussi à avoir, ils se sont tous avoués qu'ils n'allaient pas utiliser l'arme nucléaire. Même la Russie, vous vous rendez compte? Mais de ce que j'ai compris, certains ont quand même essayé. On a des zones radioactives au Pakistan. On a une tête nucléaire qui a explosé à Mumbai. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même eu des explosions, mais de notre côté, aucune. Après, vous avez dû voir au départ de l'infection de grands bombardements. Je crois que le Kentucky a été épargné, mais Louisville a été frappé plusieurs fois. Monsieur Richer, que pensez-vous de Sanctuary? Est-ce que vous avez entendu parler de ce nom de faction qui s'est intégré au Kentucky il n'y a pas si longtemps que ça? Est-ce que vous les Alors avez croisés? honnêtement, vous, vous savez, je pense que vos téléspectateurs n'ont pas eu toutes les informations sur mon arrivée, mais j'ai été missionné par mon commandement un peu plus loin dans les terres. Et disons que je n'étais pas là dans la région depuis un petit moment. Et honnêtement, j'en ai cru entendre par mes hommes en arrivant. Et en croisant, je pense que certains l'ont vu, le lieutenant Striker, qui m'a dit certaines informations. Je crois que c'est un nouveau groupe dans la région qui viendrait d'un peu plus loin, qui serait pas d'ici. C'est ça, effectivement. C'est ça, je crois.
D'accord. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est un groupe qui est armé dans la zone et qui est assez nombreux. Je ne sais pas leurs intentions, ce qu'ils veulent, mais vous savez, comme tous les groupes de survivants, nous sommes ouverts à la collaboration avec les groupes de survivants, si je puis dire. Mais ils m'ont l'air d'être des personnes qui survivent selon aussi l'ordre. Alors, peut-être que nous pouvons nous entendre. Vous pensez qu'une collaboration serait possible? Honnêtement, vous savez, rien n'est dit, il faudrait se rencontrer et autres. Et honnêtement, pour l'instant, je n'ai aucune raison de comment dire, d'être en désaccord avec eux, de ce que je comprends. Je n'ai eu très peu d'informations sur eux, mais aucune n'a été gravement mauvaise. Donc je ne vois aucunement pourquoi est-ce que je devrais être alarmé ou dans le déni, ou même dans la colère de les rencontrer. Eh bien écoutez, j'ai croisé plusieurs de leurs membres et je pourrais D'accord. potentiellement organiser un rendez-vous, une sorte de débat entre vos deux factions qui serait peut-être intéressant car vous avez sûrement des modes de pensée communs ou différents et ce serait bien de mettre tout ça en commun pour en discuter. C'est sûr. Après, je pense qu'il faut remettre les points sur les i et je pense que ça n'a pas l'air d'être un groupe militaire officiel. Vous savez que nous aimons bien les survivants, que nous aimons travailler avec eux, mais j'aimerais rappeler que nous travaillons aussi pour quelque chose de plus grand et que nous n'avons pas trop le temps de travailler aussi dans cette région. Mon commandement m'a changé de mission et honnêtement, je vais devoir allouer moins de temps à la diplomatie. D'accord? Mais peut-être une réunion avec eux pour au moins apprendre à se connaître serait assez intéressant. Voilà, une rencontre. Eh bien, je vous tiendrai au courant, je regarderai de mon côté si c'est possible. Super. Et pour terminer sur vos opinions politiques, que pensez-vous de Lazarus? Lazarus. Vous savez déjà mon opinion, Mitch. Mais On a ne déjà vous pu adressez discuter pas en à privé. lui. Adressez-vous à la caméra et à ce que vous voulez transmettre aux survivants. Aux survivants. Euh, je pense que beaucoup ont déjà eu mon avis sur le commandement Lazarus et surtout ce projet Lazarus. Beaucoup l'ignorent peut-être, mais notre présence dans le Kentucky est à cause du commandement Lazarus. Je pense que énormément de personnes, des survivants étaient présents lors de l'interrogatoire du docteur Mallory et de ce qu'il a pu diffuser. Mais nous étions, si je puis le dire, déjà au courant des agissements de Lazarus. Toute notre unité a été montée contre ce commandement. Le groupe Century est en mission de recherche de ce groupe. Car je pense que beaucoup oublient ce qui s'est passé au départ, ou du moins ne savaient pas que ce foutu virus vient d'un sérum créé par le commandement Lazarus. Ou peut-être pas par eux, mais au moins par des scientifiques de Lazarus. Et je pense que pour ceux qui n'arrivaient pas à nous croire ou ne faisaient pas confiance, l'ont découvert à travers les mots du docteur Mallory, qui, j'aimerais le rappeler, travaillait pour Lazarus depuis des années. Et aujourd'hui, nous faisons beaucoup de recherches d'installation de Lazarus pour récupérer des documents, car nous aimerions bien, comment dire, avancer la recherche scientifique. Donc pour nous, Lazarus est plutôt considéré comme un ennemi. Et je regarde la caméra et je vous le dis encore une fois, Lazarus sont nos ennemis. Et à vous, le commandement qui regardera cette vidéo, je pense que vous devez le comprendre et que vous avez surtout dû coller les morceaux. Vos petites installations et vos entrepôts n'ont pas été détruits par des brigands ou des survivants qui étaient avares de munitions ou d'armes. C'est Aegis. Nous avons frappé vos installations et nous continuerons à le faire. Car vous êtes coupables de crimes contre les États-Unis d'Amérique et les humains du monde entier. Vous êtes ceux qui ont commencé tout ça et vous allez payer. Et vous devez sûrement le comprendre, nous ne faisons pas dans la dentelle. Vous vous rendez bien compte que nous ne allons faire aucun prisonnier, que tous vos unités vont être anéanties, que vous, colonel Shepard, et on vous connaît, vous inquiétez pas, vous allez payer le prix fort. Voilà ce que j'avais à dire, Mitch. Et comme nous l'avons essayé de le faire comprendre, il faut se détacher des institutions de Lazarus, car elles ne sont pas nobles, ont été opportunistes.
Et c'est ce que nous avons poussé plusieurs fois à promouvoir l'économie locale, à faire participer les survivants. Nous voulons un travail dans la main de tous les survivants entre eux. Donc, une raison de plus pour les survivants de peut-être comprendre que le camp Lazarus n'est pas là pour eux. Et en plus, vous avez dû voir la dernière transmission qu'ils ont fait, en traitant toute personne qui a fait cette réunion de traître. Je pense que eux-mêmes vous ont déclaré la guerre, si je puis dire. Effectivement. En coupant l'eau, en Ouais, tenant mais des l'eau, ils ont. propos menaçants. L'eau, honnêtement, il fallait la couper. Si on revient sur Oui, cette interview, l'eau était effectivement. polluée, c'est sûr. Par contre, vous vous rendez bien compte qu'ils ont coupé les ravitaillements de conserve à vos groupes et commencent à vous voir comme des traîtres, c'est ce qui a été dit. Qu'ils chercheront tous les documents et les personnes qui ont participé à la réunion. Et vous savez, je vais donner de l'information devant la caméra. Le commandement Lazarus a commencé à bouger du matériel, des véhicules, des hommes dans la zone. Alors je pense que vous devriez faire tous attention et vous devriez regarder de temps à autre derrière vous, car vous êtes peut-être suivi. Et je ne sais pas par qui, mais faites attention. Monsieur Richer, vous avez répondu à énormément de questions et donné beaucoup de vos avis sur tout. Merci d'avoir été aussi transparent et de m'avoir accordé ce temps. Mais de rien, Mitch, merci encore pour cette invitation, pour clarifier, je pense encore une fois, et je pense définitivement nos implications dans la région. Merci beaucoup. Eh bien, c'est un plaisir de rétablir la vérité et de transmettre les messages qui doivent être révélés au grand jour. Les intentions de chacun et comme ça, nous pouvons trouver les personnes qui nous ressemblent, qui ont le même but commun ou justement les ennemis. Merci, Monsieur Richer. Merci, Mitch.